Allez, on y va. Donc, moi, Mhm. je me présente. Je suis Julie Taon. Je travaille à la Caisse d'allocation familiale de la Loire. Je suis responsable adjointe d'un centre social qui est en gestion directe et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des centres sociaux, de leur mission, etc. Je vais laisser d'abord la parole à Paulina qui va vous expliquer le dispositif technique et puis on attaquera pour une petite heure ensemble, heure qui va être ponctuée par des petites animations. Paulina, je t'en prie. Oui, merci. Merci Julie. Alors, tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Paulina Guillou-Grange. Je travaille au service communication de la CAF de la Loire. Voilà. Et voilà, je suis là pour épauler Julie dans sa présentation. Donc, vous avez reçu un QR code Klaxoon, hein. Nous allons utiliser l'outil Klaxoon pour l'animation de la réunion. Donc, pour participer aux activités, vous devez d'abord vous connecter à l'application. Euh, Vous avez également le code qui s'affiche sur votre écran et je l'ai affiché également dans la conversation Teams. Voilà, donc j'invite tous les élèves et tous les enseignants à scanner le code Mm. pour vous connecter à l'application Klaxoon. Ensuite, quand vous lancez Klaxoon, vous êtes invité à saisir un pseudo. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Rejoindre. Et une fois que vous êtes connecté à Klaxoon, eh bien, quand nous lancerons une activité, vous aurez sur votre écran Klaxoon un message de ce type. Voilà, donc ça, c'est pour rejoindre. Et quand il faudra rejoindre une activité, il faudra cliquer sur Participer, par exemple, ou bien vous aurez une activité, un petit carré rose euh, qu'il faudra activer pour avoir la main pour l'activité. Vous pourrez participer à l'activité pendant un temps donné, après quoi l'activité sera clôturée et nous pourrons voir ensemble les résultats. Je laisse Julie Et ben, du coup, présenter en la fait, première activité. oui, voilà, justement, vous allez tout de suite pouvoir tester comment fonctionne Klaxoon. J'espère que vous êtes prêts, hein. Évidemment, vous savez c'est un super jeu de rapidité, hein. Je ne sais pas ce qu'il y aura à gagner à la fin. Je vous demande, qu'est-ce que c'est pour vous un centre social? Voilà, quelle représentation vous en avez? Donc, Paulina va lancer la première activité Mhm. Klaxoon, en espérant que En tout soit OK. principe, en principe, vous l'avez sur vos portables déjà. En un Voilà. mot, qu'est-ce Et qu'un centre social pour vous? C'est bon, il y en a qui commencent à saisir. à remplir. On, on va le OK. voir à l'écran. Super, tu vas pouvoir partager. Génial. Voilà. Donc, on voit les mots qui arrivent. Donc, c'est quand même le mot aide qui reste le plus visible. Mhm. Ça veut dire que c'est celui qui est donné le plus de fois. On a solidarité, accompagnement, aider, accompagner beaucoup. J'ai vu passer le mot guichet tout à l'heure. On en dira un mot, ça peut être intéressant. OK. On se On laisse va. encore 2 petites minutes. Mhm. N'hésitez pas. Vous pouvez envoyer plein d'idées différentes. Oui, oui, chaque élève Tout ce peut qui en vous passe mettre par la plein. tête, qu'est-ce qu'un centre social? Voilà, donc dans vos portables, vous devez retrouver en principe la capture Des des mots qui principaux sont, mots. Voilà. ouais, qui sont le plus ressortis dans ce que vous avez dit. Donc, un centre social, effectivement, c'est un lieu où on peut trouver de l'aide, de l'accompagnement, un lieu, d'exercice des solidarités. Donc les mots qui apparaissent sont tout à fait justes. On pourra en donner, plein d'autres. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'un centre social, c'est vraiment une maison pour tous, un lieu ouvert dans lequel, les générations, les habitants d'un territoire vont se rencontrer.
C'est vraiment un espace ouvert. Il n'y a pas besoin de. Vous savez, souvent, les gens, enfin, moi, je les rencontre, ils me disent c'est bon, même si j'habite pas le quartier, est-ce que j'ai le droit de m'inscrire? Un centre social, c'est pas comme les écoles, hein, on ne dépend pas de la carte scolaire. Les gens peuvent aller dans le centre social de leur choix. Ils peuvent même aller dans tous les centres sociaux de leur ville s'ils le souhaitent. Il y a pas de souci, c'est vraiment un lieu ouvert à tous, quelle que soit la situation de la personne. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, le centre social ne considère pas, la personne qui rentre comme, quelqu'un qui vient demander de l'aide ou qui vient chercher un service. Le centre social le considère comme un partenaire potentiel, quelqu'un qui vient participer au projet social. Donc ça, on en reviendra plus en détail, au fil de cet exposé. Des centres sociaux, il y en a différentes sortes, qui sont des centres sociaux municipaux, par exemple, des centres sociaux, associatifs et des centres sociaux en gestion directe des CAF, comme c'est le cas, pour l'établissement dans lequel je travaille. Tous les centres sociaux, en tout cas, ils doivent répondre à une feuille de route, quelque chose, qui les définit, qui leur donne, qui donne un cadre. C'est ce qu'on appelle un agrément. Donc, tous les 4 ans, les centres sociaux présentent un agrément. 4 ans minimum, hein, ça peut être plus rapide, mais la durée maximale de l'agrément, c'est 4 ans. Ils présentent cet agrément aux financeurs, aux partenaires financeurs, dont la CAF est bien souvent, le partenaire principal. Donc, le centre social pour lequel je travaille, même s'il est en gestion directe, il fait cet exercice aussi et il doit présenter un projet. C'est ce qu'on appelle un projet d'animation de la vie sociale. Puisque la mission du centre social, c'est d'animer la vie sociale d'un territoire, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, de conduire des projets, de faire des choses, pour le territoire, pour faire grandir le territoire. Tous les centres sociaux, quelle que soit leur nature et leur lieu d'implantation, dans leur agrément, ils doivent présenter une feuille de route qui est précise. Qu'est-ce que c'est qu'un centre social? Au minimum, c'est un équipement de quartier, de territoire, hein, je vous le disais tout à l'heure, qui a une vocation sociale globale. Donc, ce n'est pas une seule activité, c'est plein d'activités potentiellement, en tout cas une vocation d'activité globale. Ces activités doivent être proposées à un public familial et intergénérationnel. C'est le deuxième axe important, la famille et l'intergénérationnel. C'est un lieu d'animation de la vie sociale. J'ai utilisé ce mot plusieurs fois. L'animation de de la vie sociale, l'animation de la vie en société, l'animation d'un quartier, d'un territoire, l'animation du vivre ensemble. Voilà, c'est vraiment sa troisième vocation. Et c'est un lieu, d'intervention sociale qui est concertée et novatrice. Je vous l'indiquais tout à l'heure, concertée au sens où c'est pas des professionnels qui agissent, voilà: «Bonjour, moi je sais ce qu'il faut pour ce quartier». C'est pas tout à fait ça, hein, quand même. C'est, «Bon, bah, voilà, vous habitez ce quartier, moi je suis un centre social, je travaille avec vous pour inventer des nouvelles façons de faire, de l'animation de la vie sociale sur ce territoire». Ce qui veut dire qu'il y a des centres sociaux, aucun centre social ne ressemble à un autre, même si, sur le papier, bien souvent, vous avez des équipements, des agréments, des services qui se retrouvent. Les centres sociaux sont très divers. Par exemple, si vous êtes, une petite association dans un territoire rural dans lequel, je ne sais pas, voilà, le dernier commerce vient de fermer. Les habitants se réunissent, ils décident de monter un café associatif et puis, ce café associatif, il fait aussi des pots de pain et puis on peut venir y jouer à la belote l'après-midi et puis on peut y faire plein de trucs et cetera et cetera et cetera. À force de le faire grandir comme ça, au départ, les gens se sont réunis pour, créer du lien social sur leur territoire et à force de faire grandir comme ça le truc, ben, peut-être que l'association va vouloir aller solliciter la CAF et les autres financeurs pour obtenir un agrément. Et du coup, cette petite association qui rassemblait des habitants, qui ressemble à ce que les habitants ont voulu en faire, eh bien, va devenir un centre social. Donc si au départ, ils voulaient faire un truc plutôt orienté écologie, vous avez un centre social qui a une patte, une empreinte un peu écologie. Si au départ, l'objet, c'était plutôt la famille, la parentalité, comme par exemple le centre social dans lequel je travaille, puisque c'est un centre social CAF, c'est quand même les 2 axes, un axe très fort, à la caisse d'allocation familiale, la famille et la parentalité, eh bien notre empreinte, notre identité de centre social, elle est plutôt orientée vers la famille et la parentalité. Voilà. Donc ça, c'est pour vous poser un petit peu le décor et je vous propose une petite vidéo qui vous explique, un petit peu mieux, ce que c'est, un centre social de manière générale. Merci Paulina.
Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il y a 90 ans, on s'organisait comme ça ou comme ça. C'était déjà une bonne idée. Depuis, la société a beaucoup évolué, mais nos valeurs, dignité, démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité. Bien. Rappelons donc comment ça se passe dans un centre social. Des gens viennent souvent pour des services ou des activités. Au passage, ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés par la discrimination ou la précarité. Là, des problèmes de logement ou même d'environnement. Ici, des personnes âgées isolées. Ou encore là, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. Autant de situations à la ville, autant de cas différents à la campagne. À portée de main et des yeux, cela touche tous les milieux. Oui, il y a de quoi s'indigner. À tous ces cas concrets, le centre social offre une oreille attentive. Un endroit où habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et échanger. Mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier? Des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents. En échange, on les accompagnerait chez le médecin, on leur donnerait un petit coup de main. Ramasser tous ensemble les fruits de ce verger, faire des confitures et tout redistribuer, ça éviterait de gaspiller. Et si on réparait les vélos usagés plutôt que de les jeter? On pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler. Et contre ce bailleur peu scrupuleux, le mieux serait d'être très nombreux. Mobiliser les locataires et leurs voisins pour faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Et s'il le faut vraiment, le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire. Alors, comme on le disait, la société a bien changé. Elle s'est complexifiée, apparaissent de nouvelles difficultés, ici, là. Comment évoluer pour être plus efficace, pour être plus utile? Ce n'est pas tous les jours facile. Comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen? Imaginons des interventions, pas spectaculaires, mais indispensables, pas forcément mondiales, et surtout très locales. Faisons du centre social un lieu où on imagine plus que des services et des activités, où on peut mettre en place des solutions avec parfois des partenaires et des associations. En 2 mots, renforçons le pouvoir d'agir des habitants, soyons acteurs sur notre territoire, ici, là et encore là, partout où nous pouvons. Pensons le centre social nouvelle génération comme un véritable moyen d'action. Alors, action ? Voilà, merci Paulina. Cette petite vidéo, elle est plutôt bien faite, je trouve. Elle a un petit peu, sauté, enfin de mon côté en tout cas. Vous l'aurez, à la fin du webinaire, hein, vous aurez bien sûr, tous les liens pour pouvoir, revoir les éléments qu'on vous donne. Du coup, voilà, donc là, vous avez un peu mieux cerné ce qu'était un centre social. C'est effectivement très large et dans les centres sociaux travaillent, différents acteurs. Souvent, quand on pense centre social, souvent, les gens, ont en tête, ou en tout cas, c'est ce que j'entends moi, plutôt un centre de loisirs. On le dit quand on est petit: «Je vais au centre». Je ne sais pas si vous aviez, un centre à côté de chez vous, vous alliez faire des activités. Ben, bien souvent, les centres de loisirs sont accueillis dans des centres sociaux, mais du coup, vous l'avez compris, c'est pas que ça. Mais c'est aussi ça, bien souvent. Et du coup, agissent dans les centres sociaux des professionnels de l'animation. Certains d'entre vous, je crois, sont en formation potentiellement, bac professionnel, ce genre de choses. Peut-être que vous avez le BAFA ou pas. En tout cas, cette vidéo vous donnera peut-être envie de nous rejoindre. Je vous propose une petite vidéo qui vous présente les métiers de l'animation, comment ça marche. Merci Paulina. Salut à tous, je suis Zoé et si tu as cliqué sur ce lien, c'est que tu as probablement vu la vidéo sur le secteur de l'animation et que tu veux en savoir plus sur les formations pour devenir animateur. Je vais donc te laisser avec Pierre qui va te présenter tout ça. Alors, c'est bon? Eh bien, salut à tous. Donc, je suis le 3e humain et je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes justement les diplômes. Alors, on va démarrer donc par le BAFA. Pour le BAFA, donc, il faut impérativement avoir 17 ans révolus le premier jour de la première session de formation qui est la formation générale.
Mais pour faire court, il y a 3 parties. Formation générale qui dure, elle, 8 jours. Elle se fait en général en demi-pension. Et donc, du coup, tu vas apprendre plein de belles choses. La réglementation, comment travailler un projet pédagogique ou encore apprendre plein de jolies chansons et des jolis jeux de plein air. Ensuite, tu as le stage pratique qui lui dure 10 jours. C'est directement dans une association. Tu vas sur le terrain, tu observes, tu apprends à accompagner les enfants, à regarder un tout petit peu quel est leur rythme et éventuellement aussi à leur proposer des activités. Et enfin, pour aller un peu plus loin, il faut les 3 sessions validées bien sûr. Tu vas dans de l'approfondissement où là tu pourras te perfectionner ou autour du cirque par exemple ou sur la question des enfants en besoin particulier ou voire même pourquoi pas dans les arts plastiques. Un BAFA ça coûte entre 800 et 1000 euros et il y a plein d'aides aujourd'hui pour que tu puisses le passer en toute sérénité si tu n'as pas la thune. Clac. On enchaîne avec le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueil collectif de mineurs. Je sais c'est long, mais c'est comme ça. Alors là par contre c'est un level au-dessus et là ça te permet vraiment d'être un petit peu le directeur ou le directeur adjoint de la structure. Celui-là aujourd'hui il a changé depuis le mois d'avril 2020 d'ailleurs. Tu peux l'obtenir dès tes 18 ans et ça c'est pas mal du tout, c'est une belle avancée. Très simplement, il y a d'abord le stage de base où tu vas justement apprendre à gérer un budget, à éventuellement manager une équipe et surtout appliquer la réglementation ACM. Ensuite, tu as le stage sur le terrain, sur les fonctions de direction et tu as du coup un rapport à rendre à la fin de cette session qui se terminera par une soutenance. Ensuite, on va rentrer justement dans les diplômes professionnels. Du coup, je démarre avec le premier niveau, le certificat professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire du sport, ce qui s'appelle le CPGEPS. Alors, ce certificat professionnel, il va te permettre justement de pouvoir démarrer dans l'animation professionnelle. C'est un diplôme de niveau 3. Il atteste donc l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale. Tu vas pouvoir bosser du coup comme animateur enfance-jeunesse ou animateur accueil de loisirs ou animateur par exemple accueil de loisirs périscolaire. Voilà, le CPGEPS c'est aussi un long projet. Il existe donc plein de financements possibles pour l'emploi, la région ou ton employeur dans le cadre d'un contrat spécifique. Ensuite, il y a le BPGEPS. Lui, c'est un niveau bac. Il y a une nouvelle formule depuis 2016. C'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Voilà, qui est un diplôme de niveau 4. Il comprend donc du coup 2 spécialités maintenant. Animateur, mention animation sociale, c'est-à-dire loisirs tout public, etc. Ou bien éducateur sportif, mention sport collectif, type handball, football, boxe, etc. Ce diplôme se prépare en alternance, soit par la formation initiale. Dans ce cas, sa durée minimale, elle est de 900 heures. Donc n'oublie pas, c'est vraiment un investissement et c'est un énorme projet. Et donc 600 heures en centre de formation à peu près. Donc ça, c'était les diplômes de début de carrière. Et ensuite, si tu veux devenir un vrai Jedi de l'animation, il y a donc du coup des diplôme de niveau Bac+2 qui est par exemple le DGEPS, le DUT ou voire même le DUST s'il n'est pas déjà mort bien sûr. Pour ces diplômes-là, si tu veux plus de renseignements, regarde à la barre d'infos. Voilà, cette vidéo, elle est plutôt rigolote. Elle a été bien faite, je trouve. Il existe encore d'autres diplômes, hein. Il y en a de plus en plus, en fait. C'est des métiers qui se professionnalisent, de manière très, très intensive là depuis quelques années. Là, il s'arrête au DEGEPS, mais il y a aussi les DES-GEPS qui sont des niveaux de bac+4. Et puis là, vous êtes peut-être déjà engagé dans des formations qui vous donnent des équivalences. Une petite erreur aussi dans la vidéo, enfin une petite erreur, la vidéo date un peu, il y a eu une remodification de la loi. Le BAFA dorénavant se passe à partir de 16 ans et non plus 17 ans. Et puis vous pouvez, aller vérifier si vous avez, si vous avez déjà des diplômes et ou si vous les acquérez, par la suite, si vos diplômes, vous offrent des équivalences au BAFA. Pour ça, il faut se renseigner auprès des DRJSCS, ce sont les services de l'État, de la jeunesse et de l'éducation populaire et ils vont donc vous dire si oui ou non, enfin vous obtenez sur leur site, si oui ou non vous avez une équivalence. Puisque c'est vraiment le premier diplôme indispensable, pour travailler dans le secteur de l'animation. Indispensable oui et non, mais fortement, fortement recommandé puisque nous sommes quand même contraints d'avoir, au minimum 80 des encadrants, d'enfants, qui soient, diplômés. Donc le
minimum, c'est le BAFA. Et puis même dans la vie, je pense que c'est extrêmement intéressant de vous interroger sur la pertinence de passer le BAFA ou pas, parce que c'est vraiment une porte d'entrée, ça ouvre plein de possibilités. Quand on est jeune, d'abord, ça vous permet de travailler assez rapidement. Et puis, ensuite, quand vous allez postuler sur des missions, des offres, si vous souhaitez travailler en centre social, même, en tant qu'expert comptable, voilà, moi qui recrute des personnes, des gens tous les jours, et bien, dans un centre social, je vais être attentive au fait que la personne ait ou pas une expérience en animation. En tout cas, ça peut faire clairement la différence, pour un candidat. Donc je vous invite fortement à vous renseigner là-dessus, auprès des, DRJSCS, auprès des CAF également, puisqu'elles accompagnent, financièrement aussi ce diplôme, les missions locales et puis dans les établissements scolaires, bien sûr, vos enseignants sont bien placés pour vous apporter également des éléments d'information. On va continuer avec une autre animation klaxoon, Paulina, un petit klaxoon, une petite question, un petit quiz. À votre avis, du coup, quelle fonction on retrouve dans un centre social? Qui est-ce qui bosse dans un centre social? Quelle fonction, on retrouve? Je vous laisse, Oui, avec l'animation, klaxoon. alors, Et du coup, au fur et à mesure, là, dans l'exposé, si vous avez des questions, des choses qui viennent, n'hésitez pas à les faire remonter à vos enseignants, qui pourront les noter dans le fil de conversation et à la fin, si on a le temps, on prendra le temps d'y répondre, hein. N'hésitez surtout pas à faire remonter tout type de questions. On peut lancer l'animation, oui, Paulina, si c'est OK ça y pour est. toi. Donc, elle est lancée. Donc, allez-y. Quelles autres fonctions peut-on trouver dans un centre social? Quelle fonction, voilà, vous trouvez? Qu'est-ce qu'on y fait? Voilà, donc l'animation, se lance. On commence à avoir des réponses. On les verra tout à l'heure. On Allez, va arrêter l'activité, puis voir les résultats qui vont s'afficher aussi dans vos portables. OK. Voilà les Très réponses. bien, du coup, ouais, donc là, on a, direction pour 43 d'entre vous, animation de territoire 68 animation famille 80 accueil à 78 administratif à 63 et accompagnement social à 96. Donc en fait, vous auriez pu cocher tout, hein, puisque toutes les fonctions qui sont, listées peuvent se retrouver dans les centres sociaux. Certaines, en tout cas, sont indispensables. En fait, il y a 2 fonctions véritablement, indispensables. Je le disais un petit peu tout à l'heure quand je vous parlais de l'agrément, mais c'est pas si clair que ça. Il y a 2 piliers fondamentaux, dans les centres sociaux. C'est la première fonction, c'est la fonction d'accueil. Un centre social, c'est un lieu ouvert à tous, où un accueil doit être fait à tous les publics. Donc la fonction d'accueil, elle est vraiment au cœur du projet social, du centre social. Voilà, donc c'est une mission effectivement très, très importante. Bien souvent, il y a des personnels qui sont dédiés à cette fonction, mais en fait, c'est une mission qui est partagée. Tout le monde porte cette mission d'accueil à l'intérieur du centre social et aussi à l'extérieur. Tout à l'heure, vous aviez, dans qu'est-ce qu'un centre social? Certains avaient noté guichet, par exemple. Eh ben, on n'en est pas tout à fait là dans les centres sociaux. On a même des sociaux qui sont sans mur, sans bâtiment. On peut avoir un agrément centre social sans avoir, de bâtiment. Donc la fonction d'accueil, c'est la première. La deuxième fonction indispensable qui est inscrite dans le projet social, qui est un attendu indispensable pour donner droit à l'agrément, c'est l'animation famille. Le centre social doit proposer de l'intervention et de l'accompagnement et de l'animation à destination des familles d'un territoire. Et quand on dit famille, on parle de tout le type de public en fait. On parle des enfants, mais aussi de leurs parents, pourquoi pas de leurs grands-parents, et on parle à tous les âges. Et qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit pas, on a une famille, j'espère en tout cas, ou en tout cas on est issu d'une famille. En tout cas, la question de la famille et des liens, familiaux est au cœur des missions du centre social. Ensuite, pour faire tout ça, eh ben, effectivement, on s'inscrit dans un territoire. Donc, on propose un autre onglet, c'est l'animation de territoire. On peut faire de l'accompagnement social si dans ce territoire, on constate des difficultés sociales. Malheureusement, c'est souvent le cas.
mais c'est pas indispensable. On peut imaginer être dans un territoire où tout va bien et ce sera super. On ne fera pas de l'accompagnement social au sens strict, on fera vraiment plus d'animation, plus de choses, que de l'accompagnement, pur, de difficultés. Et puis pour coordonner un petit peu tout ça, et bah, il y a une fonction de direction qui peut, donc se retrouver, qui se retrouve dans le centre social. Un centre social, c'est forcément un directeur en termes de salariés et c'est aussi forcément un animateur famille. Après, voilà, il peut y avoir d'autres types d'animateurs, mais le minimum, c'est ça. Voilà, ça c'est la base. Dans un centre social, du coup, on l'a vu, les missions sont très, très vastes, très variées. On a vu donc un certain type de professionnels, issus plutôt du monde de l'animation, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, les professionnels du monde du travail social puisque, vraiment les centres sociaux rentrent dans l'univers de ce qu'on appelle le champ de l'intervention sociale. Ils sont un petit voilà, souvent on les oublie, souvent on fait comme si c'était pas le cas, mais en fait si, complètement. Ce sont des acteurs de l'intervention sociale à proprement parler. Du coup, des travailleurs sociaux peuvent y exercer, différentes fonctions et pour, bien comprendre, je vous propose une petite vidéo, qui vous explique les métiers du travail social. C'est peut-être des métiers auxquels vous pouvez vous destiner également. C'est parti madame Paulina. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les métiers du secteur social. Très vaste secteur qui, pour certains métiers, a l'avantage de beaucoup recruter. On peut déterminer plusieurs grandes familles de métiers. L'aide à domicile, l'aide sociale, l'éducation, l'animation et l'encadrement. Beaucoup de métiers du secteur social ont l'avantage de recruter sans le bac. On peut citer par exemple les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les moniteurs éducateurs, les assistantes maternelles, etc. Mais revenons plus en détail sur 4 métiers exercés par ceux que l'on appelle les travailleurs sociaux. On y accède par des formations diplômantes de 3 ans, après un bac général ou technologique, ST2S ou STMG par exemple. L'éducateur spécialisé partage le quotidien des personnes présentant des problèmes d'adaptation à la vie sociale. On entre dans la formation sur concours dans une des écoles qui délivre le DEES. On peut aussi y accéder via le DUT Carrière sociale, option éducation spécialisée, suivi d'une année de spécialisation. L'assistant de service social, plus communément appelé assistant social, conseille et oriente un public en difficulté dans les démarches relatives à leurs droits. Le métier se prépare soit via un DUT carrière sociale option assistance sociale plus une année de préparation au DEASS, soit directement en école via un concours d'entrée. L'éducateur de jeunes enfants, comme son nom l'indique, est un spécialiste des enfants jusqu'à 6 ans. Il met en œuvre pour eux un projet éducatif. On entre sur concours dans la formation qui délivre le DEEJE à l'issue de 3 ans d'études. Le conseiller en économie sociale et familiale conseille les personnes en difficulté sur tous les sujets liés à la vie quotidienne. Ce diplôme se prépare après un BTS économie sociale et familiale ou après un DUT carrière sociale suivi d'une année complémentaire. On peut aussi y accéder avec l'un des 3 diplômes vus précédemment. D'autres métiers, et notamment les postes de cadre, demandent un niveau un peu plus élevé d'études. Parmi ces métiers, on peut citer les cadres sociaux, qui peuvent être chefs de service ou directeurs de maisons de retraite, de crèches ou de tout autre établissement social ou médico-social. 3 diplômes permettent d'accéder à ces fonctions d'encadrement. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale de niveau Bac+3, le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale de niveau Bac+5, le diplôme d'état d'ingénierie sociale de niveau Bac+5 également. Tu l'as compris, les métiers du social sont faits pour ceux qui aiment le contact humain en rendant service aux gens, en les aidant, en les conseillant ou tout simplement en évoluant à leur côté, et ce, à tous les âges de la vie. La liste des diplômes et des métiers vus dans cette vidéo n'est pas exhaustive. Il en existe bien d'autres, donc si ce domaine t'intéresse, n'hésite pas à faire des recherches plus poussées pour trouver le métier de tes rêves. Tu peux déjà commencer par écouter ce témoignage. Je m'appelle Dorine Maître, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille depuis 2 ans et demi avec des enfants autistes à domicile. Alors la formation d'éducateur, normalement, est sur 3 ans dans le cursus classique, 3 ans d'année d'éducation spécialisée, donc dans une école qui débouche sur un diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Mais moi, j'ai pas trop suivi cette voie, j'ai décidé de faire plutôt un DUT carrière sociale, option éducateur spécialisé avant, parce que je sortais du lycée et l'école d'éducateur spécialisé, c'est beaucoup dans la pratique,
Donc si on a un peu de pratique avant, c'est déjà mieux. C'est plus une formation assez théorique. Il y a 3 stages courts, donc ça permet de découvrir 3 différentes facettes du métier, 3 publics différents et tout. On a des cours sur beaucoup de domaines différents, de la pratique pure, c'est-à-dire comment travailler avec un public autiste ou enfin, tous les publics qu'on a, jusqu'au plus théorique, c'est-à-dire la comptabilité ou le droit pur et dur. C'est un peu plus pratique, c'est-à-dire qu'on a des stages plus longs. Et quand on est en formation, on parle beaucoup des stages, on revient sur notre expérience, on discute beaucoup voilà, de ce qui nous a plu, de ce qui a été un peu plus compliqué, de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aimerait pas reproduire plus tard. Avoir eu les deux, ça m'a été vraiment très formateur et je recommande d'avoir ces 2 côtés-là. Alors moi, ce qui m'a le plus plu, c'est justement de pouvoir découvrir vraiment plusieurs domaines lors des stages. Parce que la théorie, c'est super important, on en a besoin au quotidien pour savoir ce dont les usagers ont le droit, pas le droit, ce que nous on a le droit de faire ou pas, les lois, tout ça. Mais c'est vrai que la pratique, je pense que c'est vraiment là que j'ai le plus appris. Quand on arrive là-dedans, on ne sait pas trop forcément dans quel domaine aller plus tard. Donc on a peut-être notre petite idée en entrant en formation, mais c'est vrai que de pouvoir voir plein de domaines différents, dans plein de stages différents, ça nous permet d'avoir une idée un peu plus précise de ce qu'on voudra faire après en sortant d'école. Ce qui m'a semblé assez difficile, c'est peut-être les écrits, parce que pour le diplôme, il faut qu'on rende plusieurs dossiers. Et dans ces dossiers, c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance, alors que souvent quand on est éducateur spécialisé, on aime quand ça bouge, on aime dans l'action, dans le métier. Alors se pencher sur les écrits, c'est peut-être un peu plus long, un peu plus fastidieux. Mais quand on s'y prend en avance, quand on travaille un peu tous les jours ou toutes les semaines dessus, on arrive à le rendre dans les temps parce que les professeurs sont vraiment là pour nous accompagner là-dedans. Pour moi, les qualités d'un éducateur spécialisé, c'est déjà de pouvoir prendre du recul sur les situations qu'on a. Parce qu'il y a parfois des situations qui sont assez difficiles, auxquelles parfois on n'imagine même pas. Et je pense que d'avoir un tempérament plutôt joyeux et heureux, ça peut aider dans les situations un peu difficiles ou même pour les usagers d'être en climat un peu plus détendu, ouvert vers les autres bien sûr. Parce que c'est quand même la base du métier. Voilà. Et sinon, pour le métier, c'est un super métier, on nous le rend vraiment bien. Les personnes qu'on accompagne, dès qu'ils font quelque chose de super, c'est vraiment gratifiant, c'est un beau métier. Et je pense que si c'est une voie qui vous plaît et que vous avez vraiment cette envie de faire du bien autour de vous, c'est le bon métier. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Oui, vous allez retrouver également le lien, sur la vidéo pour pouvoir éventuellement, aller plus loin, mais c'est une vidéo qui fait, presque 10 minutes, donc on a vraiment, ciblé le début. Donc voilà, vous l'avez vu, plein de métiers qui peuvent exercer des fonctions dans un centre social. Dans la vidéo, elle est un petit peu ancienne, on vous parle de concours. Aujourd'hui, je pense que vous le savez, je crois pas me tromper en disant que tout se passe sur post-bac. Donc je crois que vous faites des vœux, enfin les élèves font des vœux et ils sont orientés, en fonction de leurs résultats et pas via cette plateforme. Donc c'est plus tout à fait le même jeu, qu'il y a, quelques années. C'est plus tout à fait un concours. Mais voilà, si vous avez compris l'enjeu, de bien travailler, n'est-ce pas? Donc toutes ces métiers, vous voyez, vous avez un champ plutôt, technique, l'animation et puis un champ, technique également, mais du côté, du travail social pur et qui est plus vaste et ça vous le listait bien, hein, dans quel, type de domaine exerce le travailleur social. Il y avait l'animation dedans. Donc je vous ai pas dit de bêtises, hein, ça rentre pleinement dedans. En tout cas, ce que je veux vous transmettre, c'est que les métiers qui sont exercés dans un centre social, c'est vraiment la maison à tout faire. C'est l'endroit où on va exercer, on va réaliser tout type de projet à destination de tout un tas de publics. Donc ce sont des métiers qui nécessitent une grande polyvalence et une grande adaptabilité. C'est pas parce que vous avez un diplôme, d'assistante sociale ou de conseillère en économie sociale et familiale. D'ailleurs, je viens de tout mettre au féminin. Ce sont des diplômes bien souvent, très féminisés, des carrières très souvent féminisées. Mais bien sûr les garçons, allez-y, n'hésitez pas,
C'est très intéressant aussi dans une équipe. Donc en tout cas, voilà, ça nécessite polyvalence et adaptabilité parce que, ben, voilà, c'est pas parce que vous avez ce diplôme-là que vous saurez forcément toujours faire. En tout cas, je peux vous dire que quand on vient bosser, tous les matins dans un centre social, on vient avec ce qu'on a prévu de faire et puis la journée se passe bien souvent, très différemment et il faut s'adapter et suivre les habitants. Vous l'avez vu, dans la première petite vidéo, combien les habitants et leurs problématiques, leurs besoins sont en fait au cœur de nos actions au quotidien. Donc à partir de là, je peux avoir prévu de faire une animation, pâte à sel avec, des parents et des enfants, mais en fait ce jour-là, bah, les parents et les enfants ont besoin de me parler, d'une problématique de harcèlement scolaire ou des choses comme ça et en fait, on va pas vraiment faire de la pâte à sel ce jour-là, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un peu l'idée que je veux vous donner. Dans les centres sociaux, ce qui est également important, c'est, la notion d'engagement. Je vous disais tout à l'heure que, beaucoup de centres sociaux sont, dans le monde associatif. Le monde associatif, c'est par nature un milieu, d'engagement au sens, volontariat. On y trouve également des services civiques, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est une façon de rentrer dans les centres sociaux également et dans les associations. L'engagement, c'est-à-dire que oui, ben, oui, on travaille pas au centre social comme on travaille, chez IBM, ou à la banque, hein. On vient rendre un véritable service, au public et du coup, ben, des fois, ça dépasse un petit peu, ce qu'on avait imaginé, le cadre de nos fonctions. Des fois, et ben, ça demande de s'engager véritablement et d'être là, à l'écoute et au service des habitants pour les réorienter, pour pouvoir répondre à leurs besoins si on sait pas, si nous-mêmes on peut pas le faire et si ça dépasse nos fonctions. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de dire: «Bah non, bah ça, voyez ailleurs, ça vous regarde pas». Il s'agit vraiment d'accueillir la demande et le besoin de chaque habitant, en tout cas au mieux de nos capacités. Vous vous doutez que c'est pas toujours simple. Et c'est vraiment un élément important que je veux vous transmettre, d'où, l'important pour vous qui êtes jeunes de commencer maintenant, enfin ces engagements associatifs, passer le BAFA, faire partie d'un club de sport, voilà, c'est vraiment, la vie ensemble, c'est aussi la vie sociale, c'est vraiment, c'est aussi s'engager les uns et les autres et les uns pour les autres, au bénéfice de tous en fait, hein. Donc quand on vient, pratiquer un sport dans une association, c'est bien, mais si on peut aussi donner un coup de main pour ranger les tables et pourquoi pas devenir, ce trésorier de l'association, eh bien, voilà, on a aussi, contribué à ce que la structure puisse tourner, puisse fonctionner et on s'est engagé. Les centres sociaux, ils sont issus de ça, de cette culture. Du coup, pour conclure un petit peu, pour, continuer sur cette question-là, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle l'éducation populaire. En fait, les centres sociaux font partie, du champ, de l'éducation populaire. Ils sont acteurs, de ce champ particulier, qu'est l'éducation populaire et je vais vous demander ce que vous entendez, par là, par ce mot éducation populaire. On en dira brièvement quelques mots et puis pour conclure, parce que je vois que j'allais oublier, je vous dirai aussi vraiment spécifiquement ce que vous, en tant que jeune, vous pouvez trouver, dans les centres sociaux. Juste après, Paulina, du coup, la petite animation pardon, je me suis mélangée, j'ai switché, petite animation sur ce que c'est que l'éducation populaire. Si vous pouvez me répondre à une petite animation, klaxoon. Voilà, elle est Pardon activée. Paulina, du coup c'est bon? Voilà, super. Oui, oui, Voilà, elle est ce que c'est activée. pour vous, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot et je pense qu'il est, important à définir. Il y a des idées. Apprentissage, quartier. Ah déjà, ouais. Vous allez vite, c'est bien, vous commencez à avoir pris bien l'habitude de klaxoon. Mixité, école, prioritaire, éducation. Éducation à la mode, c'est drôle. Accessibilité. Ah ouais, vous êtes réactifs, il y a plein d'idées, super. Donc répondez bien sur l'activité klaxoon, hein, et non sur la messagerie, hein, puisque la messagerie klaxoon, les mots apparaissent ici, mais par contre, ils ne sont pas comptabilisés dans le nuage. Voilà. Égalité, mixité. Voilà, donc on va avoir un petit, condensé là, une image. Hem,
Voilà, l'éducation populaire, je voudrais voilà, vous avez parlé beaucoup d'apprentissage, d'éducation, d'égalité, d'accessibilité. Vous avez les grandes idées, effectivement, de ce que c'est que l'éducation populaire. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, c'est un grand mot, un mot valise, j'appelle ça un mot valise, c'est pas tout à fait le mot, mais un mot dans lequel on a plein d'imaginaires, hein. L'éducation populaire, ça véhicule des valeurs, ça véhicule des engagements, ça véhicule, cette question de mixité, d'accessibilité, de jeunesse, hein. Donc c'est tout à fait vrai et vous l'avez vu dans les premières petites vidéos qui vous expliquaient d'où viennent, hein, le fondement des centres sociaux, d'où ça vient. Effectivement, ça vient de ces mouvements d'éducation populaire. Dans l'histoire de France, les mouvements d'éducation populaire, ils sont très, très liés au mouvement, donc d'abord de patronage, hein, très lié aux églises, à l'Église, et puis ensuite des mouvements laïques. Hein, les premiers mouvements, c'est les mouvements de scouts, par exemple, qui sont liés à l'Église catholique, et puis les mouvements des éclaireurs de France. Ça, c'est les tout premiers qu'on retrouve qui sont formalisés. Et puis, il y a une grosse poussée, hein, dans le 19e siècle sur l'éducation populaire, et on arrive jusqu'à l'aboutissement de la loi de 1901 qui donne qui statue sur la liberté d'association et du coup, les associations sont des acteurs, tous de l'éducation populaire, à la base. L'éducation populaire, c'est vraiment cette idée qu'il y a l'école, la mission de l'État, c'est l'éducation, nationale, c'est l'éducation pour tous, donc il va vous donner des outils et des clés pour vous émanciper, pour apprendre, pour devenir des citoyens acteurs et actifs et les enseignants tous les jours font de leur mieux et sont vraiment là en première ligne de cette vaste mission, très, très riche et puis l'éducation populaire, elle vient un petit peu à côté, en complément pour, donner d'autres choses, d'autres outils ou en tout cas les compléter. Les valeurs de laïcité, par exemple, elles sont évidemment transmises à l'intérieur de l'école et c'est extrêmement important, mais en fait, elles sont aussi transmises par toute la société et les acteurs de l'éducation populaire sont aussi en première ligne, pour transmettre ces valeurs-là qui sont des valeurs, extrêmement importantes dans la société française aujourd'hui. Par exemple, bah, voilà, à l'école, à une époque, on apprenait, aux jeunes filles à coudre. Voilà, on leur apprenait à faire la cuisine. Il y a eu, des décennies où ça s'est passé comme ça. Les BTS ESF, par exemple, en sont, la les héritiers de ces périodes-là. Aujourd'hui, il n'y a pas à moins de faire une formation spécialisée en couture ou en cuisine, vous n'apprenez pas à coudre ou à cuisiner et pourtant ça, c'est essentiel pour beaucoup de gens dans la vie de tous les jours de savoir, cuisiner au moins et puis coudre tant mieux si c'est le cas. Bah, l'éducation peut faire ça. Elle peut, permettre aux gens de partager leur savoir et elle le fait de manière, participative et co-construite. C'est, la madame Michu, qui était couturière, et qui aujourd'hui est à la retraite, qui va animer un atelier bénévole pour apprendre aux gens qui le souhaitent à coudre. Et du coup, elle vient bien compléter des apprentissages, mais elle le fait de pair à pair. C'est pour ça qu'on appelle ça l'éducation populaire. Donc, c'est des petites choses parfois, comme coudre ou cuisiner. Puis, ça peut être de très grandes choses. Ça peut être apprendre à débattre, apprendre à échanger ses idées, apprendre à comprendre et à intérioriser des problématiques de société qui peuvent être parfois compliquées, comme les problématiques liées à la laïcité, par exemple. C'est pas si évident que ça. Et du coup, c'est important que tous les acteurs éducatifs s'en emparent et l'éducation populaire, pour ça, joue un rôle important. Donc ça, c'était des choses que je voulais vraiment vous transmettre. On n'a pas besoin d'être vraiment un grand professionnel pour faire de l'éducation populaire. On peut faire de l'éducation populaire tous les jours, si on décide simplement de partager ses savoirs et de veiller à ce que tous, on puisse être acteurs dans nos vies, s'engager dans nos vies, faire vivre notre pouvoir d'agir. Dans le jargon, de l'éducation populaire, on appelle ça l'émancipation. C'est un mot, important que je voulais vous transmettre aussi. Donc l'éducation populaire et les centres sociaux, pour terminer, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est, ce sont des acteurs, qui accompagnent toutes les tranches d'âge, on l'a vu et puis, bah, vous qui êtes jeunes, je voulais vous dire, ce que vous pouvez y trouver. Donc classiquement, on a parlé tout à l'heure des centres de loisirs. Vous avez peut-être fréquenté des centres de loisirs quand vous étiez petit. Les centres de loisirs, en général, ça s'arrête officiellement à 17 ans et puis il existe d'autres formules qu'on appelle des accueils jeunes, par exemple, il y a aussi des foyers de jeunes, enfin, il y a plein de trucs pour les jeunes, en fait, dans les centres sociaux ou les structures d'éducation populaire. Attention, toutes n'ont pas l'agrément centre social. Voilà, donc vous allez y trouver des lieux pour vous retrouver entre jeunes et puis
pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir, avoir des idées et pour pouvoir, pourquoi pas, mener des actions. Par exemple, à la CAF, il y a un projet qui s'appelle Innov Jeunes. Donc là, des jeunes peuvent tout à fait solliciter la caisse d'allocation familiale pour percevoir un petit financement ou un plus important d'ailleurs, ça dépend, pour porter un projet, qui leur tient à cœur. Un projet de solidarité, un projet, je sais pas moi, organiser un marché de Noël sur son territoire parce qu'il y en a pas, ça peut être plein de choses en fait. Donc les jeunes peuvent eux-mêmes être acteurs de projets et les centres sociaux, les structures d'éducation populaire sont là pour les aider, pour les épauler, pas pour faire à leur place, mais pour faire avec eux. Par exemple, bah oui, moi je suis une professionnelle de l'éducation populaire, je sais qu'il existe un dispositif qui s'appelle Innov Jeunes. Je sais même comment on fait pour le remplir, ce dossier. Bah, mon boulot, c'est d'aider des jeunes à le faire et à le remplir s'ils le souhaitent. C'est pas de faire à leur place, c'est de leur apporter les outils et de leur apprendre à le faire, leur apprendre à être autonome, leur apprendre à s'émanciper, à faire vivre leur projet. Donc ça, si vous avez une idée, si vous avez une envie, et ben, il suffit de toquer à la porte du centre social à côté de chez vous. Bien souvent, c'est là où vous trouverez, même c'est sûr, l'oreille la plus attentive. Donc dans les accueils jeunes, s'il y en a pas, simplement vous allez rencontrer, l'animateur, le référent famille, le directeur ou même la secrétaire d'accueil au centre social à côté de chez vous et il va pouvoir, vous donner, des pistes. Vous pouvez aussi trouver dans les centres sociaux bien souvent de l'aide, par rapport à l'école, au rapport à l'école. Par exemple, on appelle ça nous, à la CAF, ça s'appelle les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. C'est un grand mot pour dire, nous, les centres sociaux, les structures de quartier, d'éducation populaire, on organise des temps qui permettent aux élèves, à leurs familles, de peut-être mieux comprendre la scolarité. Et je l'évoquais tout à l'heure, je parlais de post-bac. Nous, dans le centre social où je travaille, par exemple, depuis l'avènement de post-bac, on a monté un projet autour de l'accompagnement à la scolarité pour aider les jeunes à remplir en fait cette interface numérique, à faire des lettres de motivation, à mieux mûrir, peut-être à construire leur projet d'orientation au regard de plein de choses. Les aider à discuter ce projet-là, non pas que au regard de leurs notes, mais aussi peut-être au regard des contraintes financières ou matérielles qui entourent ces choix. En tout cas, d'accompagner les familles pour se dire, bah oui, il va aller faire des études dans la grande ville, à 50 kilomètres. Bon, bah, peut-être qu'il va falloir penser à un abonnement de train, comment on fait une demande de bourse, enfin, toutes ces choses-là. Les enseignants, l'éducation nationale, bien sûr, est en première ligne, mais parfois, bah, on a mal entendu, on n'était pas là à la réunion d'info, on n'est pas sûr d'avoir bien compris. Les parents peuvent nous solliciter et les élèves eux-mêmes peuvent nous solliciter pour être accompagnés. Donc on fait ça à tous les âges et pour les jeunes, vous trouvez ça. Vous avez également pour les jeunes un truc qui s'appelle promeneur du net. Alors, c'est rigolo. Les jeunes, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux. Alors, bon, moi, je suis déjà une autre époque. Moi, je suis que sur Facebook, le reste, j'ai rien compris. Mais vous, vous en avez plein et mes collègues promeneurs du net, ils savent maîtriser ces réseaux-là et ils agissent en tant que, professionnels de la jeunesse sur les réseaux. Donc vous pouvez regarder, si vous tapez promeneur du net, vous tombez sur une interface qui vous donne, toutes les adresses des promeneurs du net, de France, hein. Vous pouvez tout à fait, décider d'entrer en contact avec un promeneur du net, pour lui poser une question, bah, voilà, ça peut être une question, où est-ce que je peux, me renseigner si j'ai une problématique, de santé, par exemple? Bah, le promeneur du net, il est là pour vous orienter, pour vous donner des réponses, heu, via les réseaux sociaux. Parfois, c'est plus simple, d'aller vite et vous êtes aussi, dans cette génération de cette culture-là, d'aller faire des recherches sur internet. Mais comme sur internet, on trouve un peu tout, la CAF et puis d'autres partenaires ont développé ce dispositif promeneur du net, pour que vous ayez en direct un professionnel qui lui, bah, va vous donner une réponse fiable et vérifiée et s'il peut pas la donner tout de suite, il va prendre le temps d'aller la chercher. En tout cas, il vous laissera pas, voilà, trouver des éléments qui peuvent être, peut-être faux, voilà, il vous réorientera vers le bon interlocuteur. Donc c'est aussi un dispositif intéressant pour la jeunesse. Donc les centres sociaux, l'éducation populaire, un lieu d'expérimentation, un lieu où vous pouvez trouver de l'aide, des réponses à vos questions via différents canaux, en physique, via promeneur du net, et cetera. Un lieu d'expérimentation pour vous, mais aussi pour, des habitants d'un quartier, vos parents, et cetera. Et puis, un lieu où on peut venir, bah, voilà, tout simplement réaliser des choses, s'exprimer, apprendre des choses, apprendre à coudre avec madame Michu ou soi-même, ben, peut-être apprendre à madame Michu, comment on gère un compte Instagram. Voilà, parce que peut-être qu'elle aura besoin, aussi de vos lumières. Voilà, il nous reste un petit peu de temps, tout petit peu.
j'ai pas vu apparaître de questions. Est-ce que vous en avez, du coup, qui pourraient apparaître? N'hésitez surtout pas, les enseignants, à faire remonter. J'ai essayé d'être, synthétique. Vous aurez l'enregistrement de tout ça, avec le lien avec toutes les vidéos, Paulina, c'est ça? Voilà, donc vous allez pouvoir, revoir Oui, éventuellement, je vais des choses. déposer effectivement le document que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site d'une saison avec la Sécu, mais bon, là, ça vous permet de l'avoir directement. Donc, le récapitulatif de tous les liens, des vidéos et d'autres qui vous ont été présentés. Du coup, s'il n'y a pas de questions qui apparaissent, dans le fil de conversation, enfin, s'il y en a, c'est vraiment le moment, n'hésitez pas les enseignants, un petit complément. Mais juste moi je m'étais ah tiens, ouais, il y en a une. Comment les habitants participent à la vie et à la gestion du centre social? Et question extrêmement intéressante, effectivement. Dans beaucoup de centres sociaux, je vous l'expliquais, sont des associations. Donc une association, c'est géré par un conseil d'administration. Un conseil d'administration, ce sont des bénévoles, des gens qui décident de s'engager. On a parlé d'engagement un petit peu plus tôt, qui décident de s'engager pour gérer l'association. Donc on peut gérer son club de foot, on peut gérer, l'association de quartier, on peut gérer, l'association, des élèves, du foyer, enfin voilà, il y a plein d'associations en fait. On peut créer sa propre association si on ne trouve pas d'ailleurs. Mais du coup, un centre social, c'est bien souvent une association. Donc, les habitants, ils siègent au conseil d'administration et c'est eux qui décident, en fait. Ce sont les habitants, qui décident des projets qui vont être conduits puisqu'ils les votent en conseil d'administration. C'est eux qui sont les employeurs des salariés, des associations qui sont, centre social et c'est eux qui ont, qui vraiment ont toute l'attitude pour, conduire pour faire conduire le projet social qu'ils souhaitent et qu'ils veulent. Donc déjà, c'est la première façon de s'engager. L'autre façon, nous, par exemple, on a un centre social CAF, on n'a pas de conseil d'administration. Par contre, on a des conseils d'habitants. On a des gens qui se réunissent et puis qui vont donner leur avis, qui vont, nous aider à prendre des décisions. Par exemple, moi, je suis dans la Loire, à Saint-Étienne, voilà, il y a pas la mer, hein. Si je suis une passionnée de surf et que je veux, monter un projet, surf, bah, peut-être que ça va pas tout à fait répondre aux besoins et aux envies des habitants, de mon territoire. Donc là, ils vont me dire: «Oh là là, Julie, tu es gentille, mais le surf, ça m'intéresse pas. Donc non, s'il te plaît, fais-moi un projet vélo, rando, j'en sais rien, puisque ça, dans mon territoire, je vais pouvoir, le faire bien plus facilement. Donc les habitants, ils s'engagent de manière, très factuelle, très précise dans les conseils d'administration, de manière un peu moins formelle dans des conseils, par exemple, comme je l'évoquais, et puis tous les jours en étant bénévole, comme madame Michu qui vient, vous apprendre à coudre, ou qui vient, donner des cours de français aux gens qui apprennent le français, voilà donc nous, au centre social, on a plus d'une cinquantaine de bénévoles actifs, chaque semaine, qui accompagnent une vingtaine de salariés au total. C'est un gros centre social sur lequel je travaille. Voilà et en fait, du coup, c'est 70 personnes au quotidien, hein, toutes les semaines qui font vivre le projet social réellement, plus une vingtaine d'associations également. Donc, si j'ai répondu, de manière assez large à cette question, c'est une vaste question et vous aussi en tant que jeune, n'hésitez pas parce que vous pouvez parfaitement, rejoindre ce type de collectif pour donner l'avis des jeunes. Souvent dans les conseils d'administration, on a, des gens qui peuvent être un peu plus âgés parce qu'on croit qu'il faut, un peu de bouteille, mais le regard des jeunes est extrêmement important. Nous, on vient le chercher, les centres sociaux viennent chercher le regard des jeunes et leur avis et voilà, leurs besoins parce que c'est les citoyens, de demain. Donc c'est à vous qu'il faut qu'on s'adresse aussi en priorité. Ah super, j'ai un oui merci, c'est que j'ai bien répondu. Alors du coup, juste, j'ai noté, vous aviez noté guichet dans un des klaxons en parlant de ce que c'est qu'un centre social. Je reviens sur ce mot parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'une autre façon de penser le travail social et je vous invite à aller fouiller. On parle beaucoup de ce qu'on appelle l'aller vers, sortir de la logique de guichet justement. Donc effectivement, le centre social, c'est une maison pour tous, qui accueille tout le monde et qui a aussi une vocation à s'adresser à tous.
Donc, elle n'est pas que à l'intérieur. Elle peut aussi elle fait des actions à l'extérieur. Nous, on va, par exemple, faire des animations de jeux en pied d'immeuble, des repas partagés, dans le quartier, nous et pas que nous, en fait, tous les acteurs de l'éducation populaire sont vraiment dans cette mouvance qui aujourd'hui traverse tout le champ du travail social. Tous les acteurs sont vraiment dans cette logique de sortir de la logique de guichet et d'aller voir les habitants, là où ils sont pour recueillir leur avis, leurs besoins, et répondre à tout type de demande, même celles auxquelles, on ne s'attend pas. Se laisser surprendre par la réalité des territoires et des gens qu'on croise. Je m'étais noté ça, c'est un mot important, je pense que ça, en ce moment, c'est vraiment une problématique qui traverse tout le champ de l'action sociale. Et on arrive, à la fin du webinaire, Paulina, je deviens de plus en plus efficace. Je me suis mélangé les pinceaux un petit peu dans les vidéos, mais tu as vachement géré et du coup, ma pensée doit être de plus en plus synthétique. Je vois que c'est nickel. Bien écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va vous libérer. Merci à tous, d'avoir participé, à ce webinaire. Merci de votre intérêt pour, le dispositif d'une saison avec la Sécu et vous pourrez, retrouver, prochainement le replay de ce webinaire sur le site d'une saison avec la Sécu. Merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à revenir dessus et puis n'hésitez pas aussi, je crois que vous aurez moyen d'envoyer vos questions si elles viennent plus tard. Oui, tout à fait. Je On peut reste en prendre le temps d'y contact. répondre aussi, hein, voilà, Voilà. n'hésitez pas. Et d'ailleurs, N'hésitez les pas, Paulina peut me faire enseignants, passer, des tout questions. à fait. Les Mmh. enseignants, vous avez mon adresse mail, donc n'hésitez pas si vous avez des interrogations qui vous viennent a posteriori. Voilà, je pourrais répondre s'il y en a après et puis n'hésitez pas à, toquer à la porte du centre social à côté de chez vous, pour voir, concrètement eux, qu'est-ce qu'ils font et qui ils sont. Soyez curieux, ne restez pas, trop fermés sur des choses que vous connaissez déjà. Vous êtes jeunes, vous avez tout à découvrir. Allez-y, toquez à la porte, posez des questions, discutez avec, madame Michu, votre voisine de palier. Ça va être, c'est vraiment ça la première expérience. On vous remercie. Passez une super journée, à bientôt. Au revoir.